Nous y voilà, 2021 c'est presque terminé, on s'apprête tous à fêter Noël, enfin ceux qui pourront, je veux des noms. Tenez-nous, on voulait sabrer le champagne à la fin de l'émission, eh bien non, nada, mesures sanitaires obligent, les bouteilles serviront uniquement de décoration. C'est comme ça, cette année se termine comme elle a commencé, non pas avec modération mais sans permission. Pas de modération et pas de permission, ça pourrait d'ailleurs être le fil rouge de 2021 qui a débuté par la prise du Capitole et se termine avec Éric Zemmour. Un très sale temps pour les démocraties occidentales, malmenées sur tous les fronts, politiques, sécuritaires, écologiques et évidemment sanitaires. Alors, quelles leçons tirer de ce millésime particulier pour nous donner quand même envie de vivre 2022 ? Eh bien, on en discute ce soir dans Le Point avant de retrouver pour ce petit réveillon avant l'heure notre petit Papa Noël à nous avec sa grande hotte pleine de rire. Alexandre Kominec, bienvenue à vous toutes et tous sur l'Aimant Bleu. Et bienvenue à nos invités autour de cette table et en duplex de Paris. Nicolas Bouzou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous, enfin presque, mesure Covid oblige décidément. Nicolas Bouzou, vous êtes économiste, un économiste très écouté en France, d'abord parce que vous occupez largement le champ médiatique, beaucoup d'éditoriaux publiés notamment par l'Express et le Financial Times, beaucoup de livres aussi, on voit passer à l'écran votre dernier ouvrage, Homo Sanitas, rien que le titre veut tout dire, publié opportunément cette année pour réhabiliter le lien naturel et historique entre l'homme et la médecine. Vous n'êtes d'ailleurs pas du tout du style complotiste, Nicolas Bouzou, du tout. Au contraire, l'ami du gouvernement, français notamment, que vous avez conseillé d'ailleurs en début de crise sur les mesures de soutien à apporter aux secteurs économiques les plus touchés. Donc le quoi qu'il en coûte, devenu célèbre du gouvernement Macron, c'était un peu vous à l'origine ? Non, je crois qu'il y avait vraiment un consensus des économistes autour de l'idée selon laquelle il fallait dépenser pour protéger les entreprises, pour protéger les gens. Et ça a bien fonctionné, puisqu'on a eu très peu de faillites en France, on a eu assez peu de chômage. En réalité, ce qui est même extraordinaire, c'est que le marché du travail aujourd'hui est à son plus haut si on regarde le taux d'emploi depuis 1975. Donc c'est une politique qui a coûté cher, bien évidemment, qui a beaucoup fait monter la dette publique, mais dans des circonstances absolument exceptionnelles, elle était indiquée. Et si on n'avait rien fait, on aurait eu une telle récession, on aurait de telles difficultés que de toute façon, on aurait aussi une hausse de la dette publique. Donc je ne dirais pas que c'était la meilleure politique, mais je dirais que c'était sans doute la moins mauvaise. On va revenir. Et Mireille Zaki, bonsoir. Bonsoir Laetitia. Journaliste et essayiste, Mireille Zaki, vous avez dirigé le magazine économique Bilan, autrice aussi de nombreux livres. Vous apprêtez d'ailleurs à sortir votre opus La désinformation économique et son impact politique sur nos démocraties occidentales. Vous êtes une grande libérale, Mireille Zaki, et pourtant très en souci pour l'état de nos États en Occident. C'est un peu contre-intuitif, ça ? Oui, parce que je pense que le libéralisme est vraiment menacé. Je ne parle pas spécialement des sauvetages gouvernementaux au moment du Covid, mais surtout de tous les sauvetages qu'il y a eu d'énormément de secteurs. À la crise de 2008, à la crise de l'euro 2010-2012, on a énormément contribué d'argent public pour sauver des secteurs entiers. Il y a eu le sauvetage bancaire, puis il y a eu les sauvetages des secteurs aériens, automobiles. Il y a la subvention aussi du secteur financier qui est devenue permanente avec les banques centrales. Ça aussi, j'estime que c'est une subvention puisque ça fait monter les marchés artificiellement et ça évite finalement énormément de problèmes et de cracks. Et donc pour moi, ça, c'est très antilibéral et il faut le dire. Ce sera intéressant, effectivement, deux économistes. Et après, je passe à vous, Philippe Val. Bonsoir, notre super débatteur ici chaque semaine. Merci, Philippe. Cette année se termine et vous voilà encore là, Philippe Val, ancien directeur de France Inter et de Charlie Hebdo. Vous êtes au fond heureux qu'on en soit arrivé à bout de cette année 2021, Philippe ? Bon, oui, enfin, c'est symbolique le fait qu'elle se termine. En réalité, le temps continue à peu près, donc c'est une continuité. L'année était compliquée, on a vu, c'est effectivement, comme vous le disiez, s'accentuer la défiance envers l'appareil démocratique, les représentants, les représentants de l'État, mais les représentants aussi dans plein de domaines. La crise du Covid a agi comme un révélateur d'une défiance qui n'a pas beaucoup de sens d'ailleurs, mais d'une défiance généralisée envers les institutions, envers la science, envers les représentants politiques. Et
peut-être que les réseaux sociaux, tout ça, ils sont pour quelque chose. On a vu éclater le complotisme, on a vu le rôle que ça a joué dans la prise du Capitole, d'ailleurs. Et tout ça sont des signes que les démocraties modernes sont très travaillées par ça. Mais en France, on a l'impression qu'il y a une espèce de rétablissement de l'équilibre récemment avec l'arrivée de Valérie Pécresse dans le jeu et qui est montée presque à égalité dans les sondages avec le président de la République, ce qui fait que deux personnes crédibles, construites, qui ont des options différentes, mais qui ne sont pas, j'allais dire, des extrémistes, vont pouvoir débattre de façon plutôt intelligente et plus intelligente que ce qu'on croyait qu'il allait arriver. C'est plutôt une bonne chose. On peut peut-être se réjouir en France que le débat politique sera plus intéressant que prévu pour cette présidentielle et que la démocratie en ressortira peut-être gagnante. On verra. Et Peter Rothenbuehler, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, ancien rédacteur en chef de la Schweizer Illustriert, puis du journal Le Matin en Suisse romande. Vous continuez à écrire aujourd'hui des chroniques pour le journal alémanique La Weltwoche et des livres aussi, dont 2 de vos derniers ouvrages ont été consacrés à la médecine, ou plutôt à des médecins. Pour vous aussi, c'est essentiel de les défendre, ces médecins, aujourd'hui. Absolument. Je crois qu'il y a une deuxième pandémie qui s'est répandue cette année, c'est une pandémie de pessimisme. On nous annonce la fin du monde. Et quand les jeunes commencent à déprimer parce qu'ils pensent que ce sera bientôt terminé avec cette planète, c'est grave, c'est très très grave. Et je me bats pour répandre de l'optimisme dans la société. Et puis il y en a très peu. Tout le monde voit que des dangers par-ci, des dangers par-là. Bien sûr, le Covid c'est un danger. Et on peut se vacciner. Mais c'est cette question du climat qui fait des ravages auprès de la jeunesse. Des vrais ravages. Il y a des dépressions, il y a une passivité qui se répand parmi les gens qui disent de toute façon, tout sera bientôt fini. Ça, c'est un des éléments très très forts de cette année que j'ai senti. Donc le pessimisme. Je pense d'ailleurs qu'il est criminel de dire à la jeunesse qu'elle n'a pas d'avenir. C'est une propagande écolo, politique scandaleuse qui dure depuis 20 ans et dont on paye les conséquences aujourd'hui, étant donné évidemment que les épreuves à passer pour sauver des choses qui doivent être sauvées sur la planète sont des aventures humaines qui devraient nous enthousiasmer, enfin qui devraient enthousiasmer la jeunesse et non pas la déprimer. Oui. Bien sûr. Et avant de commencer le débat, je vais présenter notre tout dernier invité, Alexandre Chevalier. Bonsoir. Bonsoir Laetitia. Vous êtes à la tête de la section suisse du think tank Atlas, qui s'occupe, lui, et s'inquiète aussi beaucoup des questions de démocratie à travers le monde. Alors 2021, j'imagine, ça n'était pas votre année, Alexandre Chevalier, à moins que vous partagiez l'optimisme forcené de Philippe Val et de Non, il y a forcément un optimisme à partager pour la suite à travers les citoyens et l'engagement notamment de gens qui participent dans des think tanks, dans l'activisme aussi politique. Maintenant, cette année, elle a été marquée quand même par une grande indifférence des démocraties libérales sur ce qui se passait sur la planète. Rapidement, l'assassinat d'un président à Haïti, dans l'indifférence mondiale, un certain nombre de coups d'État qui ne sont pas nouveaux, évidemment, mais qui sont arrivés dans nos pays en Afrique, dans l'indifférence de ces démocraties occidentales. On a l'impression qu'aujourd'hui, elles sont... Exactement, au plus près de l'Europe aussi, ce qui s'est passé dans l'Europe, l'Arménie, la Pologne, la Biélorussie. Enfin, il y a eu en fait une activité intense pour un think tank à dire on veut une ligue des démocraties. Donc ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'on aimerait que tous ces pays qui ont été capables de défendre la liberté il y a maintenant 70 ans, 80 ans, soient capables de se réunir dans quelque chose de différent, de nouveau que les hyperstructures type ONU, etc. et puisse avoir une vraie ligue des démocraties, c'est-à-dire réagir de manière prompte lorsque quelque chose se passe dans le monde. Mais moi, ce qui me rend inquiet, c'est effectivement cette indifférence, c'est ce que je disais, de rentrer dedans, tellement vu avec cette crise sanitaire sur soi-même qu'on a complètement oublié le reste du monde. Et je pense qu'on ne réglera ni la crise sanitaire, ni une quelconque crise, tant qu'on n'aura pas une vision d'ensemble. Alors, ce qui a été malgré tout visible, c'est l'attaque d'une des plus grandes démocraties qui soit. On voit les images, les États-Unis évidemment, on voit sur ces images l'attaque du Capitole en janvier, puis fin août la chute de Kaboul. En termes de dommages à la démocratie, en tout cas sur le plan symbolique, Nicolas Bouzou, c'est presque pire que les attentats du 11 septembre.
Non, je sais pas, c'est d'un autre ordre, mais je trouve que c'est très intéressant et je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par Philippe Val. C'est-à-dire qu'au fond, il y a eu maintenant un certain nombre d'expériences populistes dans le monde, dans des pays très importants, donc les États-Unis, le Royaume-Uni aussi, hein, avec Boris Johnson, le Brésil avec Bolsonaro. Et au fond, ce que l'on voit, c'est que le populisme en action, ça ne donne pas de très bons résultats. Et d'ailleurs, il y a des sanctions électorales. Le président Trump a été battu et l'épisode du Capitole a été quand même vu comme quelque chose au mieux de déraisonnable, au pire d'absolument intolérable. Si vous regardez Boris Johnson au Royaume-Uni, il fait face à des difficultés politiques qui sont très importantes en ce moment, puisqu'il est remis en cause au sein de son propre parti, le Parti conservateur, qui lui cherche quasiment un Premier ministre de remplacement. Quant à l'expérience Bolsonaro au Brésil, pour me limiter à ces 3 exemples, vous avez bien vu qu'elle avait eu des conséquences, notamment sanitaires, qui étaient absolument épouvantables, avec des gens qui mouraient du Covid dans la rue parce qu'on leur avait dit que tel médicament était bon et qu'en revanche les vaccins c'était quelque chose qui n'était pas fait pour les Brésiliens, les vrais quoi. Vous voyez, donc au fond je me dis, alors, je me trompe peut-être bien évidemment, mais mon idée c'est de me dire les gens sont quand même raisonnables, notamment en Europe, et peut-être que d'avoir vu que le populisme non seulement ne réglait rien, parce que les problèmes fondamentaux auxquels sont confrontés ces pays existaient avant les expériences populistes, mais ils existent toujours après les expériences populistes. Donc ça n'a pas réglé les problèmes de fond, et on a vu aussi ce que le pire en politique pouvait donner. Et donc je me dis peut-être qu'un pays comme la France, pour parler de mon pays, pardonnez-moi, c'est toujours pénible quand on est sur une chaîne de télévision étrangère pour vous de parler du pays, mais je prends l'exemple de la France parce qu'on est quand même de pays frontaliers. Peut-être que les Français vont en tirer des conclusions pour l'élection présidentielle. En tout cas, je l'espère. Mireille Zaki, bon, on parle effectivement, vous citez Trump qui est donné comme peut-être gagnant en tout cas des midterms, des élections de mi-mandat l'année prochaine, donc pas si mort que ça, Trump. Pour vous, Mireille Zaki, justement, le populisme, c'est un danger qui s'éloigne aujourd'hui en Occident? Non, je pense qu'on va un peu vite en croyant que nous, on est fondamentalement différents des modèles autoritaires et populistes, parce qu'en réalité, nous, l'Occident, on essaye de préserver notre suprématie face à la Chine. Et aujourd'hui, la Chine, il y a une tentation de se mettre au niveau de la Chine. Se mettre au niveau de la Chine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut souvent dire adopter malheureusement des réflexes autoritaires comme la Chine. C'est-à-dire on assiste aux États-Unis à une centralisation forte de l'économie, à l'émergence de monopoles, très importants aussi, qui empêchent des petites entreprises d'exister. On assiste à une économie où il y a beaucoup d'étatisme, énormément d'interventionnisme. En Europe, on est un peu plus décentralisé, par contre, au niveau du contrôle, par exemple, numérique. Bientôt, les banques centrales veulent aussi mettre en place des monnaies digitales. Ça va augmenter fortement le contrôle des citoyens. Le contrôle par les données, ça existe. Et beaucoup de gens craignent, à raison, ça mérite d'être analysé et suivi de près, la société de surveillance qui peut venir ici. C'est simplement parce que pour tenir tête à la Chine, certains sacrifices de liberté doivent être consentis. Et ça, ce n'est pas accepté ici parce qu'on a l'habitude d'une culture de la liberté et de la démocratie, justement. Vous êtes d'accord, Peter Rothenbuehler, cette tentation de l'autoritarisme par les gouvernements occidentaux, c'est quelque chose que vous partagez comme avis? Moi, je crois qu'on est en train de se réveiller d'un doux rêve d'illusion. Après la chute du mur, on a cru que le communisme étant mort, le libéralisme et la démocratie vont se développer et puis vont même être exportés dans le monde entier. Et puis les Américains y ont cru, ils ont essayé par la force d'exporter la démocratie, ça ne marche pas. Donc tous ces anciennes... Même chez eux, ça ne marche pas. Même chez eux, ça ne marche pas. Donc la démocratie, il faut regarder laissez finir Peter, et puis après je vous donne la parole. La démocratie mérite d'être défendue là où elle est installée. Et là, je pense bien ce que Philippe Val veut dire. La démocratie américaine, c'est très très bien défendu. Moi, pendant toute l'attaque du Capitole, j'ai toujours pensé... ça n'aboutira à rien. Puis on dramatise énormément. Il y a des instances de contrôle qui sont en place et puis qui fonctionnent en Amérique aussi, dans les États, qui nous surprennent souvent. Non, mais on a eu cette illusion que la démocratie et le libéralisme va automatiquement se répandre. Et puis, on se rend compte que la démocratie, c'est une plante fragile qu'il faut toujours arroser et puis qu'il faut toujours rappeler aux gens ce que c'est et puis ce que sont les fondamentaux. Même en Suisse, je rencontre plein de gens tous les jours qui n'ont aucune idée de ce que c'est
que la démocratie suisse et sur quelle institution elle est basée et qui contrôle qui. Tous ces gens qui sont anti-vax, qui disent « moi je suis démocrate, donc je fais ce que je veux ». Mais non, c'est justement pas « je fais ce que je veux ». C'est une phrase aberrante. Ouais. Et puis des jeunes qui se battent pour le climat, ils disent il faudrait une dictature, comme ça on peut décider demain ce qu'il y a à faire. Oui, parce que le climat est plus important que l'homme. C'est parce que l'écologie telle qu'elle se répand n'est pas un humanisme. Mais pour rester sur votre idée justement de démocratie qui ne s'exporte plus, Philippe, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais malgré tout, depuis la chute de Kaboul, depuis la débâcle de l'Afghanistan, il y a ce côté-là, justement, voilà, nos démocraties, on ne va plus rentrer en guerre justement pour les imposer. Oui, enfin, la démocratie s'impose rarement par la guerre, sauf à l'appel des peuples. Mais la démocratie... Ça a été l'idéologie américaine quand même pendant 50 ans. Ah oui. Oui, non mais oui, ça a été l'idéologie américaine, plus ou moins. Enfin, on partait en guerre avec l'idée d'imposer la démocratie. Mais ça a marché, par exemple, quand ils ont débarqué sur les côtes normandes et qu'ils ont chassé les nazis et que, voilà, vous voyez, ça a marché en 40... N'oublions pas que ça a marché après la guerre, ça a marché après la Première Guerre mondiale, ça a marché à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ne crachons pas trop sur la démocratie américaine. Le fait que ça ne marche plus aujourd'hui, le fait que ça ne marche plus aujourd'hui, est-ce que ça, c'est pas dangereux justement pour l'idée de démocratie, le fait qu'aujourd'hui on renonce à vouloir l'imposer? C'est parce que ces propres démocraties, je suis désolé, elles ont elles-mêmes en fait renoncé quelque part à une part de leurs valeurs et de leur idéologie libérale parce qu'elles se sont adaptées à un capitalisme qui, lui, n'a rien à faire, en fait, que le système soit démocratique, libéral, semi-autoritaire, autoritaire. Le capitalisme avale tout, il le transforme, que ce soit les modes, que ce soit... là, vous allez voir, le capitalisme va avaler le wokisme comme il a avalé, en fait, les tendances écolo avant, comme il a avalé tout le reste, et il n'a que faire finalement de savoir si on est dans un régime libéral ou pas. Et moi je crois que la confusion, c'est qu'effectivement, après la chute du mur de Berlin, on s'est dit, maintenant, tout va ensemble, capitalisme, liberté, libéralisme. Et en fait, pas du tout. Et c'est là où je crois qu'on a perdu aussi le fil et la notion philosophique du libéralisme auquel on peut être attaché, en tout cas moi j'y suis extrêmement attaché, qui est un libéralisme philosophique et historique, et pas forcément d'un capitalisme économique. Moi j'essaie de distinguer vraiment les deux aujourd'hui. Nicolas Bouzou, on a perdu le fil de ce capitalisme ou de ce libéralisme historique selon vous? Oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense que, je suis un économiste, mais le libéralisme, c'est avant tout une philosophie. D'ailleurs, chez les grands auteurs libéraux, y compris Adam Smith, chez Adam Smith, c'est présenté avant tout comme une philosophie. Le premier livre d'Adam Smith, le premier livre connu, s'appelait « La théorie des sentiments moraux », et elle expliquait qu'une société libérale, elle a justement besoin d'une morale, d'une forme d'altruisme pour fonctionner. Donc je crois qu'il faut absolument, nous qui sommes attachés à la démocratie libérale, qu'on en fasse en permanence la pédagogie. Et je crois que c'est un combat. En fait, même plus que ça, je pense que c'est une guerre. C'est une vraie guerre intellectuelle contre le wokisme, ça a été dit, qui n'est pas un universalisme et donc qui n'est pas libéral, parce que le libéralisme est un universalisme. C'est une guerre contre les radicalismes, contre les extrémismes, qu'ils soient religieux ou pas. Donc oui, nous sommes vraiment dans une guerre intellectuelle. Il ne faut pas perdre ce sentiment du tragique. Je suis entièrement d'accord avec l'idée selon laquelle la démocratie libérale, elle ne s'impose pas d'elle-même, il faut la défendre en permanence. Et ce sens du tragique, dans notre confort, au fond, dans notre liberté, on l'avait un peu perdu et donc on avait oublié de défendre ce bien, l'état de droit. Moi, je ne cesse de le répéter dans mon pays, l'état de droit, c'est ce que nous avons de plus précieux. Philippe Val. Oui, alors voilà, et là je pense que Nicolas a mis le doigt sur quelque chose de très important, on pourrait faire même toute l'émission là-dessus. C'est une réponse à la vie tragique, la démocratie. C'est vraiment une construction, et c'est une culture, ça n'est pas un système, c'est un combat quotidien. Qu'y a-t-il de démocratique dans une tribu, dans certains clans? Ça existe. Il y a des ferments de démocratie dans beaucoup de groupes humains qui ne sont pas des démocraties. La démocratie devient formelle quand les institutions démocratiques sont fortes. Il y a des institutions extrêmement fondées, comme aux États-Unis. On peut trouver que ce n'est pas notre démocratie idéale, mais la démocratie hollandaise n'est pas la même que la démocratie française. Il y en a une qui est une république, l'autre qui est une royauté. Donc la démocratie, c'est une culture à l'intérieur de régimes. Alors, c'est vrai que exactement, et il faut défendre
constamment, et je suis d'accord avec ce que dit... C'est une culture dynamique. Voilà, mais elle peut être aussi en danger de l'intérieur. Et ce qu'on avait aussi, et vous l'avez mentionné Laetitia, c'est la montée des radicalismes. Donc les radicalismes, ils viennent d'où? Pourquoi est-ce qu'il y a des mouvements sociaux contestataires? Il y a eu les gilets jaunes, ça s'est arrêté pendant le Covid, mais il y a toujours, surtout en France, des germes de contestation. On ne peut pas juste faire le boniment de notre démocratie et dire que c'est fabuleux. Moi, en tout cas, je n'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de regarder les problèmes qu'il y a dans notre démocratie, justement parce que je les chéris. Et cette montée des radicalismes, en fait, le mot complotisme me gêne, mais on en a déjà discuté avec Philippe Val, c'est parce qu'il est souvent utilisé de manière frauduleuse, parce qu'on l'accole aussi sur des mouvements sociaux contestataires. Aujourd'hui, en Europe, en France, il y a de la contestation. Il y a effectivement une rupture de la confiance avec les institutions, de pans entiers de la population, même s'ils ne s'avèrent pas majoritaires dans les votes, et tant mieux, mais cette contestation, elle existe et on doit y réfléchir parce qu'elle interroge aussi le sommet des démocraties et les responsabilités qui sont là. Il faut quand même nommer les ennemis, les vrais ennemis durs de la démocratie. Les ennemis, actuellement, et puis depuis quelques années, ils sont devenus beaucoup plus forts, c'est les religions. Donc en Amérique, c'est les évangéliques, ils sont antidémocratiques. En Hongrie, Orban, pourquoi il mène sa barre comme il la mène? Parce qu'il doit plaire à la population de la campagne. Il utilise aussi la religion qui est très catholique, comme un outil profondément catholique, et le catholicisme n'est pas démocratique. Et nous, nos sociétés, surtout en France, on est en plus menacés par l'islam, qui lui fait des attentats, qui tue des gens et puis qui fait peur. Et par l'extrême droite aussi, je parle de radicalisme des deux côtés. L'extrême droite, je ne sais pas si l'extrême droite a déjà fait des attentats en France ou en Allemagne. En Allemagne, ils en ont fait. Mais ils n'avaient pas des troupes derrière eux et puis une idéologie. L'incitation à la haine devrait. Mais les religions sont vraies. Aussi, le wokisme est aussi une religion. Il a toute la structure, tout le fonctionnement d'une religion. Et les humains ont besoin de religion. Et ils se créent les religions. Si les religions institutionnelles perdent de leur force, aussi à cause de leurs scandales avec les pédophiles, etc., les gens cherchent une autre religion. Et ils trouvent le véganisme, ils trouvent le wokisme ou la nature. La nature telle qu'elle est vue et interprétée aujourd'hui par les jeunes pour le climat, c'est une religion. Sûr, et ils ont raison, et puis tu ne peux rien dire contre. C'est un animisme. Oui. Justement, mais alors, cette montée des religions, qu'elles soient animistes comme en Occident, où effectivement les religions classiques monothéistes n'ont plus tellement cours, à part dans les pays de l'Est, mais cette montée, c'est elle qui explique l'affaiblissement de la parole publique, parce que le problème aussi, c'est que maintenant, on a quand même de la peine à croire dans l'efficacité, dans le bon sens même de ces démocraties occidentales. Ce que vous disiez, juste un mot à propos du complotisme. Évidemment que la contestation politique à l'intérieur d'une démocratie ne peut pas être taxée de complotisme. Mais à l'intérieur de la contestation... Non, mais bien sûr, vous avez raison. Mais à l'intérieur de la contestation radicale que nous trouvons en France, il y a une dose de complotisme, mais hallucinante. On le voit dans l'accompagnement que certains partis politiques font, y compris par exemple Christiane Taubira, qui est sur le point de se présenter à la présidence de la République, enfin elle est en train d'hésiter, et qui a été anti-vax, elle a refusé de dire aux Guyanais, sur lesquels elle a beaucoup d'autorité morale, de se vacciner. Donc il y a un complotisme grave. Ça n'engage que vous, hein, Philippe Val. Non, c'est la vérité. Elle a refusé, effectivement, mais elle n'a pas encouragé les gens à ne pas se vacciner. Elle a refusé d'encourager les gens à se vacciner publiquement. C'est-à-dire qu'elle n'a pas voulu être le modèle qu'elle aurait pu être et qu'elle aurait dû être, comme le dit Philippe Val, par rapport à son influence morale. Là-dedans, il y a une forme de complotisme hallucinant contre la science, contre les sachants en général. Or, la démocratie, c'est une question de confiance. De confiance vérifiée par l'information, de confiance vigilante. Mais la vigilance et la défiance sont deux choses très différentes. La vigilance est normale, elle est naturelle. La défiance est une maladie. Et la confiance, ça se mérite. Ça se mérite, mais ça s'accorde aussi. Ouais, mais qui peut croire aujourd'hui à la parole publique, à la parole du politique, avec les approximations qu'il y a depuis 2 ans, notamment sur la crise Covid? C'est-à-dire que cette crise Covid a été
fabuleux, si je puis dire, accélérateur de perte de vitesse de la parole publique et de la parole politique en particulier. C'est injuste, je trouve. Mais c'est un effet. C'est peut-être injuste pour les politiques, C'est injuste, mais c'est un effet dans la population, parce qu'on le voit partout. Quand en Suisse, on aurait imaginé des conseillers fédéraux aussi gardés qu'on les a, à l'époque, moi je me souviens qu'on croisait un conseiller fédéral dans un bus, pour donner un peu l'image de ce qu'était la Suisse il y a encore quelques années et pas si lointaine. Quand est-ce qu'on avait vu la place fédérale, par exemple ici, avec de la police, etc. Jamais. Et donc ça veut dire que la parole publique, la parole du politique, elle est décriée, elle est dévalorisée. Et malheureusement, ce phénomène, comme pour beaucoup d'autres, le Covid en est un accélérateur. Et les approximations qui ressemblent alors pour les gens qui sont en fait dans le doute ou complotistes à du mensonge, eh bien en fait c'est le verre dans la pomme. La question c'est comment on sort de ça pour avoir un peu d'optimisme, pour rétablir cette confiance publique. Et puis aussi la radicalité, elle est aussi dans les mots. L'extrême droite a réussi quelque chose, que ce soit en Suisse avec la blocherisation des esprits ou en France quand on a beaucoup parlé de la lepénisation des esprits, c'est d'induire dans les gens même les plus modérés finalement des réflexes et des idées d'extrême droite. Et je crois que c'est ça, en fait, qui est le pire. C'est un peu la fameuse maxime, en fait, du diable, en fait, qui dit qu'il n'existe pas. Mais c'est un peu ça. C'est qu'en fait, on infuse, c'est un peu comme le thé, hein, c'est infuser dans les gens de ces idées-là et de ces valeurs-là. Et puis, quand quelque chose d'extrême ou de radical vient, on se dit, finalement, c'est peut-être normal. Et puis aussi, pour finir là-dessus, dans le discours même des plus modérés, on entend aujourd'hui des candidats, notamment en France, modérés, qui disent « mon programme, mon discours est radical ». Ce n'est pas parce qu'ils le sont eux-mêmes, c'est parce que s'ils ne le disent pas, ils ne sont plus écoutés. Ça se vend bien. Effectivement, le trend du radicalisme, on continue d'en parler juste après la pub. Le point de retour, finalement, on a décidé de l'ouvrir, cette bouteille. On ne va pas se laisser abattre, au moins pas dans l'immédiat. À votre santé. Hein. Alors, 2021, année radicale, on continue d'en parler avant de retrouver notre petit Papa Noël à nous, Alexandre Kominec, bien sûr, en fin d'émission. Et là, nous étions en train de débattre de cette montée des radicalités qui est un des symptômes et un des effets pour 2021. Cette montée des radicalités et ce radicalisme qui porte en politique, Nicolas Bouzou, vous le sentez, le trend, être radical aujourd'hui, c'est bien vu? Oui, bien sûr. Alors, je crois qu'il y a deux choses qui expliquent cette tendance. La première, c'est qu'on est dans une période de changement très forte avec les évolutions technologiques, avec la mondialisation. La pandémie, bien évidemment, est venue s'ajouter à cela. Et c'est quelque chose que l'on voit historiquement. C'est-à-dire que dans toutes les périodes où vous avez beaucoup de changements, eh bien, il y a une tentation de se réfugier derrière des discours qui sont des discours protecteur et simplificateur à la fois. Et donc ça explique la montée des radicalismes, des populismes, des nouvelles religions. Et vous avez eu tout à fait raison tout à l'heure de parler de religion au sens large. C'est-à-dire que le wokisme est une religion, l'écologie radicale est une religion, c'est pas scientifique. L'écologie est scientifique, mais l'écologie radicale telle qu'on la pratique parfois dans le débat politique n'est pas scientifique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en revanche, dont on n'a pas parlé et qui me semble aussi très, très important, c'est que les démocraties libérales souffrent d'une crise de l'efficacité. C'est-à-dire que beaucoup de nos concitoyens, finalement, pensent que la politique traditionnelle, les gouvernements n'ont plus beaucoup de leviers efficaces dans un contexte justement de mondialisation, d'innovation technologique. Donc concrètement, au fond, beaucoup de gens se disent que face à la Chine, on ne peut rien faire, que face aux GAFA, on ne peut rien faire. Et cette intuition n'est pas fausse. C'est vrai que c'est très difficile de réguler les GAFA, c'est vrai que c'est très difficile de s'imposer aujourd'hui économiquement et encore plus géopolitiquement par rapport à la Chine. Et donc, il me semble que pour les démocrates libéraux dont je fais partie, et puis pour les partis politiques a fortiori qui représentent ça, il faut vraiment avoir une très grosse réflexion sur la méthode gouvernementale. C'est-à-dire, au fond, on parle beaucoup d'insécurité, c'est très bien, mais quelle est la méthode pour faire reculer de façon très effective l'insécurité? On veut faire baisser la fiscalité, d'accord, mais comment on réduit les dépenses publiques pour être en capacité de réduire la fiscalité? La question européenne aussi est absolument majeure. Comment est-ce que l'Union européenne, qui est une magnifique construction de mon point de vue, mais comment est-ce qu'elle peut être plus efficace? Donc vous comprenez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment que nous, démocrates, on réfléchisse, on aide les partis, qu'ils soient de gauche ou de droite, peu importe, mais qu'on les aide à trouver les moyens, les méthodes de rendre leur action beaucoup plus efficace. Sinon, les gens vont se réfugier
caché derrière une idée qui est très en cours en France, c'est pourquoi ne pas essayer quelque chose de nouveau? Pourquoi ne pas essayer Le Pen? Pourquoi ne pas essayer Zemmour? Puisque finalement, le reste soit a échoué, soit n'a pas suffisamment réussi. Ah oui, Cette idée de l'inefficacité, Mirette on peut Sazaki. revenir à la tentation du centralisme, parce que justement, nos démocraties n'arrivent plus à gérer les problèmes modernes. C'est comme des systèmes de beau temps d'après-guerre qui, en période de crise et quand les choses nous échappent un peu, par exemple, il y a l'immigration, on n'arrive pas à apporter des solutions musclées. Et après vient la recherche par la population de personnes avec une offre politique beaucoup plus radicale, révolutionnaire, pas réformiste, parce qu'on avait un hypercentre qui se succédait, une alternance qui n'en était pas une, qui proposait la même chose, qui était très immobile. Et cet immobilisme, on l'a un peu aussi en Suisse. C'est-à-dire, moi, je trouve que l'offre politique, elle est faible en général, sur un spectre qui devient de plus en plus étroit, un spectre idéologique hyper limité, alors qu'en dehors du système de l'establishment de la classe politique, on trouve des offres beaucoup plus variées, colorées, et qui peuvent être tentantes, même si finalement elles ne sont pas réalistes, même si elles ne sont pas opérantes, même si on a vu qu'un Bolsonaro ne fait pas du bien à sa population, qu'un Trump ne fait pas du tout du bien, que c'est vraiment juste de la poudre aux yeux. La tentation, elle est là parce que, de nouveau, la Chine est en train vraiment, c'est une réalité, de nous passer devant et que nous, on n'arrive pas à gérer comme une Chine qui arrive à électriser 50 villes en l'espace de quelques jours. Ça, c'est des choses que nous, ici, on est très, très loin de pouvoir faire et on est très dépendant aussi de nos systèmes très fragiles. Nos systèmes électriques, par exemple, sont beaucoup plus fragiles qu'on le croit. C'est-à-dire que le jour où on aura notre monnaie numérique, où tout sera digitalisé, le jour où il y a une panne d'électricité, on perd même nos possessions, nos actifs de nos richesses, notre fortune, elle est numérique et on perd tout. Donc on est très fragile en réalité. Bien sûr. C'est vrai que la faiblesse justement des gouvernements occidentaux, c'est quelque chose qui est souvent mis à l'index, Philippe. La faiblesse, oui, mais je pense une fois de plus qu'il ne faut pas être si injuste que ça avec eux. D'abord, tout à l'heure, quand on parlait de la crise du Covid, je pense que les Italiens, les Français, les Allemands, les Espagnols ont géré honorablement cette crise. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ne se sont pas trop trompés, étant donné qu'on ne savait rien de ce virus. Déjà, ils ont fait preuve d'une espèce de compétence tâtonnante, mais personne, sans doute, n'aurait pu mieux faire. Et les erreurs qu'ils ont faites sont des erreurs humaines, ce ne sont pas des erreurs volontaires. Ensuite, ce que je voudrais juste rappeler, dire qu'ils sont inefficaces, c'est un peu être injuste avec eux. Quand on regarde, évidemment, la période... Au climat, par exemple. Oui, mais quand on regarde à l'échelle de nos... La grande préoccupation des populations occidentales aujourd'hui. On verra. Mais je voudrais juste dire une chose, c'est qu'à l'échelle de notre vie humaine, à nous, l'âge qu'on a tous, enfin bref, voilà, on est né après la guerre, on ne se rend pas compte d'une chose, c'est que depuis l'Antiquité, cette partie de l'Europe occidentale a connu des guerres successives en permanence. C'est la première fois depuis l'histoire antique depuis 1945, c'est-à-dire on n'a pas de guerre dans cette région du monde. Ça n'est pas de l'incompétence de la part des hommes d'État, parce qu'on juge de la compétence des hommes d'État à leur capacité à garantir la paix. C'est fondamental. Et cette construction européenne dont parlait Nicolas Bouzou tout à l'heure, qui est, avec tous ses défauts, quelque chose d'absolument génial, a quand même réussi à garantir la paix. On ne peut pas dire qu'ils ont été incompétents puisqu'il y a eu la paix, parce que c'est décisif et c'est la base. C'est la base. Mais Philippe Val, la paix, c'était juste à l'intérieur de cette enceinte, mais on est d'accord qu'à l'extérieur, il y a eu des guerres menées par l'OTAN. Mais vous savez... En permanence. Oui, très destructrice. Oui, il ne faut pas avoir des œillères par rapport à ça. Mais on n'a jamais vu deux démocraties se faire la guerre. Et c'est ça qui est important. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a envie d'exporter, d'être contagieux. Deux démocraties ne se sont jamais fait la guerre. Ça n'existe pas dans l'histoire humaine. Donc, il y a quelque chose quand même... Il faut exercer de la critique, il faut être réformiste, vouloir que ça s'améliore, mais ne pas être injuste non plus dans nos jugements. Nicolas Bouzou. Oui, je voudrais ajouter quelque chose sur la crise Covid pour aller dans le sens de Philippe Val. L'Occident, les États-Unis, l'Europe ont fait plein d'erreurs évidemment dans la crise Covid. Mais fondamentalement, nous avons beaucoup mieux géré la crise, par exemple, que la Chine. On nous disait, mais la Chine, c'est l'efficacité, la dictature, oui, c'est pénible, mais dans les périodes de crise, ça permet de faire mieux. Mais pas du tout. C'est exactement l'inverse. Je vais vous donner un exemple très concret. En France, la campagne de vaccination avait très mal commencé. C'était l'une des
pire campagne du monde parce qu'elle démarrait très lentement, etc. Et elle est devenue peut-être la meilleure campagne de vaccination au monde. Pourquoi ? Parce que la démocratie a joué son rôle régulateur, parce que nous avons été quelques-uns à râler dans les médias, à le faire remarquer au gouvernement, et peu à peu, les choses se sont mises en ordre et nous avons énormément gagné en efficacité. En Chine, la question vaccinale, non, ça n'a pas joué du tout en Chine. La Chine a un problème vaccinal, en plus avec un vaccin qui n'est pas très efficace. Et vous avez aujourd'hui, c'est assez peu dit, mais vous avez un certain nombre de confinements localisés en Chine qui sont extrêmement pénibles. Donc les démocraties, avec tous leurs défauts, avec toutes leurs inefficacités dont j'ai parlé tout à l'heure, elles gèrent mieux la crise que les dictatures. Ouais, mais comme disait Miyazaki, pourquoi la Chine n'a pas réussi à imposer ? Parce que finalement, ce que le gouvernement chinois veut, tous les Chinois font. Oui, je crois qu'on ne peut pas dire que la Chine a échoué dans sa politique sanitaire. Ça, ah bah elle a foutu, elle a transmis le Covid au monde entier en taisant pendant 3 mois. C'est un autre sujet. Bah oui, non mais il faut parler du réel. Pendant 3 mois, ils ont refusé de dire qu'il y avait. J'aimerais juste avoir la réponse effectivement sur pourquoi ils ont échoué la vaccination. Et c'est vrai que ce qu'ils décident en général est appliqué. Aujourd'hui, aucun Chinois ne va aller contre les décisions du gouvernement. Alors pourquoi ne pas l'avoir appliqué massivement ? Non mais c'est justement le problème. Alors d'une part, leurs vaccins sont un peu moins bons que les nôtres, mais d'autre part, justement, dans les dictatures, vous n'avez pas de mécanisme d'autocorrection. C'est-à-dire que vous dites, et vous avez tout à fait raison, hein, les Chinois peuvent rien dire contre le gouvernement, mais c'est une force, mais en même temps c'est une énorme faiblesse, parce que les gouvernements, y compris le gouvernement chinois, ne font pas tout bien. Voilà. Et même dans une dictature, vous savez, le dictateur éclairé, c'est un peu un mythe, hein, mais le dictateur, c'est un dictateur, et lui aussi il se trompe, hein, il n'a pas forcément raison, et même dans l'histoire, on voit qu'ils ont souvent tort. Et donc, vous n'avez pas ce mécanisme de correction, d'autocorrection que vous avez dans une démocratie, où tout est plus compliqué, où tout est plus lent, mais où finalement, ils ont été donnés. La Chine a été donnée. Je ne veux pas défendre la Chine, mais elle a été donnée en exemple. Je ne suis pas spécialiste de leur politique sanitaire. Elle a été donnée en exemple plusieurs fois, tout simplement parce qu'elle a des capacités de créer plusieurs hôpitaux du jour au lendemain pour accueillir des malades. C'est tout. Ici, on ne peut pas faire ça. Ici, on a 30 lits de soins intensifs qui sont occupés par des malades du Covid, on est totalement coincé. Donc ça n'a rien à voir. Moi, je parle de la Suisse. On préfère que les gens n'aillent pas à l'hôpital. Ouais. Bon, toujours est-il que chez nous, la démocratie, même si ça a été bien géré, il y a quand même une frange de plus en plus importante de la population, qui reste minoritaire, mais qui est quand même importante, qui a décroché. Et ça a aggravé quand même des radicalités, en tout cas une scission au sein de la population. Alexandre Chevalier. Oui, là-dessus, c'est très intéressant parce qu'ici, on a toujours été un peu le pays modèle, c'est-à-dire la démocratie directe. Ici en Suisse. Ici en Suisse, oui, évidemment. La démocratie directe, chacun s'exprime en fait comme il veut, référendum, initiative populaire, etc. Et malgré en fait tous ces droits et malgré cette démocratie directe parfaite, avec des cantons, avec un fédéralisme qui fait qu'on est au plus proche des habitants et des citoyens, etc., il y a une partie qui a décroché de ça, c'est-à-dire que c'est même plus suffisant. Le fait d'avoir un accès à créer soi-même sa loi avec une initiative populaire ou le fait de contester une loi votée par le Parlement, par le référendum, n'est plus suffisant pour garantir une cohésion démocratique en Suisse, avec des manifestations qui remettent en cause ça, et des gens, on ne l'a jamais vu ici, qui remettent en cause le résultat d'un vote. C'était stop the count. Oui, on se serait cru en fait sur le Capitole, on se serait cru sur Twitter de Trump lors de l'élection en 2020, stop the count. Et c'est ça. Et donc, on a des gens aujourd'hui qui ne reconnaissent même plus le résultat des urnes dans un pays qui a toujours été un modèle européen d'ultra-démocratie. Donc là, il y a un vrai souci. Changé. Si je peux me permettre, après Peter peut-être a un avis qui lui suit très bien la politique suisse mieux que moi, mais le Conseil fédéral, depuis quelque temps, il prend des positions qui m'étonnent. Il est constamment, il fait rempart aux initiatives populaires. C'est devenu son rôle. Il se met, on va dire, du côté de l'économie, des gros intérêts suisses, mais chaque fois qu'il y a une initiative écologique, un peu sociale, à 99% multinationale responsable, etc., il est systématiquement contre. J'ai fait une liste, il y a peut-être 30 positions du Conseil fédéral où il est. Pour qui roule le Conseil fédéral ? Là aussi, c'est des choses qui évoluent. On n'a pas parlé des lobbies, mais les lobbies à Bruxelles, le phénomène est en très forte augmentation. Il y a des rapports très complets qui ont étudié tout le lobbying. Il vient des grandes entreprises. Les petites ONG, elles n'ont pas les mêmes moyens, donc elles voient moins les ministres, etc. Mais les grandes entreprises, elles noyautent totalement Bruxelles. Au point que le rapport dit que les ministres deviennent des porte-parole d'intérêts d'entreprises. C'est vrai que les ministres portent les intérêts de son entreprise. Il y a des choses assez étonnantes dans la gestion de la crise sanitaire. Le gouvernement investit beaucoup dans l'économie et puis il est contre
l'initiative sur les soins infirmiers qui voulait revaloriser une profession qui aujourd'hui est désertée pour la pénibilité, etc. Donc cette incohérence du Conseil fédéral ou peut-être d'autres gouvernements, Peter Rottenbuehler. Le rôle du Conseil fédéral, c'est de modérer, c'est-à-dire il formule des contre-projets. Et les contre-projets enlèvent les côtés un peu extrêmes des initiatives. Presque toutes les initiatives ces derniers temps avaient... Moi, j'étais presque pour toutes les initiatives, mais je me suis dit, mais là, ils vont trop loin, Vous parlez comme le Conseil fédéral. Non, lui, voilà, il va trop loin, c'est la terre. Et alors, le rôle du Conseil fédéral de modérer. C'est son rôle. Il fait plus que modérer. Il prend une part active dans le débat, il rentre dans l'arène et il mène campagne contre les émissions. Nicolas Bouzou, c'est justement cette complicité que les radicaux ou autres prête au gouvernement d'être à la botte justement de la grande économie, d'être à la fois faible mais assujetti à la grande économie. Ça, c'est quelque chose... comment est-ce qu'on le répare, ça, ce rapport de défiance vis-à-vis des politiques publiques ? Alors, on le répare en essayant de montrer la réalité, en se basant sur des faits, en partant du réel. Si je prends le cas de la France, la politique du quoi qu'il en coûte, dont on parlait en début d'émission, elle a plutôt profité aux petites entreprises plutôt qu'aux grandes entreprises. Et ce que je vous dis est très factuel d'ailleurs, parce que si vous prenez un secteur comme le secteur du tourisme, qui est donc l'un des secteurs encore aujourd'hui qui est le plus affecté, eh bien les situations les plus difficiles, on les trouve aujourd'hui plutôt dans les grandes entreprises, parce qu'elles avaient accès à des dispositifs d'aide moins importants que les petites entreprises. Donc, mais de façon plus générale, puisqu'on a une discussion tout à fait passionnante et à mon avis très importante sur la démocratie libérale et sur la civilisation occidentale, on avait dit mais cette civilisation occidentale, elle est très matérialiste et elle est très individualiste. Ce qu'a montré la crise, c'est très exactement l'inverse. C'est qu'elle n'était pas si matérialiste que ça, puisqu'on a mis au contraire l'économie au service de la santé et en particulier de la santé des personnes les plus fragiles. Je pense aux personnes les plus âgées. Donc on est dans la civilisation. La grande économie, elle se porte très bien. Elle ne s'est jamais aussi bien portée. Grâce notamment à la montée artificielle de la bourse. Et puis, si je me trompe, il y a une enquête publiée par Le Monde sur le fait que les subventions versées aux grandes entreprises du CAC 40 ont augmenté de 20% ou quelque chose comme ça ces 10 dernières années, sans contrepartie. Et l'enquête disait que c'était très étonnant, cette augmentation, d'où l'étatisme dont je parle en France, aux États-Unis, qui est en forte augmentation chez les grandes entreprises, en faveur des grandes entreprises. Alors, donc, il n'y a pas de qui finit en dividende, d'ailleurs. Il finit en dividende. Je vais vous dire. Oui. Alors, non, juste sur cette question des subventions en particulier, je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas lu l'article du Monde et donc je ne veux surtout pas dire de bêtises, mais sur la question des indices boursiers et des grandes entreprises, en réalité, il faut bien comprendre d'où ça vient. Cette montée des indices boursiers, vous avez tout à fait raison, qui est très excessive, elle vient du fait qu'on a mené une politique monétaire extrêmement expansionniste. On a émis beaucoup de monnaie, toutes les banques centrales du monde, vous le savez, mais notamment la Banque centrale européenne. Mais pourquoi on a fait ça ? Et on a fait ça pour sauver les États, pour aider les États et pour que les États puissent continuer d'aider les gens, d'aider les petites entreprises. Donc, vous avez raison. Mais je voulais juste vous dire qu'effectivement, la grande économie, elle ne se porte pas si mal. Elle n'a pas fait un immense sacrifice pour la vie de nos populations. Non, mais la petite... je ne sais pas sur quelle base, en fait, vous opposez les deux. Les aides... Alors après, pardonnez-moi, je connais mieux les dispositifs qui ont été mis en place en France qu'en Suisse, mais dans cette période, il est faux de dire qu'on aurait plus aidé les grandes entreprises ou qu'on aurait plus aidé les riches. Enfin, montrez-le moi, si vous voulez, montrez-le moi avec des données. Alors, il y a des choses institutionnalisées qui n'ont pas attendu le Covid, qui sont là, en place, un système de subvention. Non, mais le CAC 40, je viens de vous dire, vous avez raison, on a une montée des marchés boursiers qui a privilégié le CAC 40, mais si vous regardez aussi, alors si vous voulez m'emmener sur ce terrain-là, ce sera avec grand plaisir, si vous regardez les petites entreprises et les start-up, par exemple, elles n'ont jamais levé autant de capitaux qu'aujourd'hui, en raison aussi du contexte financier et monétaire. Et c'est aussi excessif. Pour ceux qui nous écoutent, précisons que les startups, c'est très différent des petits commerces traditionnels qui, eux, malheureusement, vont très mal. Les petites entreprises innovantes. Ils ont été terriblement aidés. Ils seraient morts s'il y avait pas... Je crois, Nicolas, tu me corriges, mais je crois qu'il y a eu moins de faillites pendant la crise Covid que l'année d'avant. Oui, alors avec les aides les entreprises zombies, oui, effectivement. C'est l'effet des aides qui est temporaire, mais oui. Mais parlons encore de la crise migratoire, parce qu'il y a dans cette guerre d'influence entre la Chine et l'Europe,
on voit que les démocraties sont plus faibles dans leur processus de décision. Et puis surtout, l'Europe se montre pas très agile et pas très forte pour résoudre la crise migratoire. C'est ce problème qu'on a en Pologne, la frontière de la Pologne, les problèmes qu'on a en Italie, sur les îles, etc. Il y a en Europe comme un manque de centralisme. Oui. Justement, contrairement à ce que vous craignez, qu'il y a trop de centralisme, on attend de l'Europe un peu plus de centralisme politique dans la défense. On a besoin d'une défense européenne parce que les Américains nous lâchent et on a besoin d'une décision commune dans la crise migratoire. C'est ce que Macron demande aussi à l'Europe. Ouais, vous me tendez la perche, mais justement, Philippe, parce que vous parliez de l'Europe tout à l'heure, en disant qu'effectivement, elle avait maintenu la paix, mais l'Europe est aujourd'hui justement extrêmement attaquée, elle est extrêmement faible, déjà à maintenir la plupart de ses États dans une forme de démocratie qui soit acceptable, l'Europe de l'Est. Et cette réponse-là, aujourd'hui, l'Europe, elle court un grand danger, non ? Le danger qu'elle court, effectivement, vient du fait qu'elle n'est pas une puissance. Et il va bien falloir qu'elle le devienne. Ça va être, je pense, le grand enjeu des mois qui viennent, de la présidence d'Emmanuel Macron et de la présidence suivante, parce que ça ne se réglera pas en 6 mois. Mais il va falloir convaincre nos partenaires, ou du moins une partie de nos partenaires, de commencer à élaborer cette fameuse défense européenne qui aurait dû se constituer en 1954, que Pierre Mendès France a fait capoter, d'ailleurs, pour les raisons sont assez longues pour ça. Et ça a été une catastrophe, parce que tous les États concernés à l'époque, qui avaient signé le traité de Rome, étaient d'accord pour la faire, cette Europe de la défense. Donc on a manqué une occasion extraordinaire. La crise migratoire, elle n'aurait pas la même configuration si nous étions déjà une puissance politique, une puissance militaire, que nous ne sommes pas. Il va falloir constituer ça, c'est tout à fait nécessaire. L'avenir nous dira si on va réussir. Je pense qu'on va réussir. Oui, le problème, c'est par nécessité. Oui, sauf que tant qu'il y aura en fait cette montée du discours radical, cette radicalité dans le discours, ce sera extrêmement compliqué pour chaque pays au niveau national de s'engager sur quelque chose de plus ample. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce qui empêche même les plus modérés aujourd'hui, des hommes, des femmes politiques, notamment qui s'engagent dans la campagne présidentielle en France, mais pas uniquement en France, on le voit aussi dans d'autres pays, c'est justement d'échapper à ce discours interne et d'échapper à cette pression interne qui les oblige à rester focus sur leurs problèmes, sur des résolutions nationales de problèmes qui sont identifiés comme étant des problèmes internationaux. Et tant qu'il n'y a pas une acceptation de ça, et tant qu'il n'y a pas une communauté internationale plus forte que ce qu'est aujourd'hui, par exemple, l'ONU ou ce que sont les agences onusiennes, on n'y arrivera pas, parce que ces agences-là, elles ont aujourd'hui très peu de temps, mais il y a quand même une question qui reste dans notre angle mort, c'est la question écologique, qui a quand même été un énorme marqueur de 2021, et où on a l'impression qu'effectivement, on ne sait pas comment en débattre, parce qu'on ne sait pas non plus quelle réponse lui donner à cette question écologique qui pourtant préoccupe tout le monde. Nicolas Bouzou, il nous reste assez peu de temps, donc j'aimerais votre avis justement sur cet angle mort écologique aujourd'hui. Oui, mais je pense qu'on sait comment faire. L'équation est très simple. Il faut décarboner l'économie d'ici 2050. Donc décarboner l'économie, très schématiquement, ça veut dire électrifier Pas que, mais oui, mais pas que. C'est donc électrifier beaucoup de choses, notamment la question des transports, mais pas seulement. Électrifier un certain nombre de processus de production et avoir une électricité qui est décarbonée. Donc, je pense en effet que ça passe par le nucléaire. Vous savez, moi, en matière de nucléaire, j'étais un peu un Suisse avant. J'étais contre le nucléaire parce que je trouvais que c'était antilibéral. Et je suis venu par le nucléaire, par l'écologie. Justement, c'est par l'écologie que je suis arrivé au nucléaire. Mais donc, cette question de la décarbonation, je pense que c'est un projet politique et économique absolument fantastique et on ne peut y arriver que par l'innovation. On n'y arrivera pas par la décroissance. Vous dites les réponses, on les a en fait. Vous dites les réponses, on les a, on arrive à gérer. On en a une partie en tout cas, une partie. Si l'Europe est fidèle aux Lumières qui la fondent, à la raison des Lumières, elle va finir par divorcer avec cette écologie naturaliste. Je pense que, pour une écologie scientifique, dont parle Nicolas, et on va réussir. Il y a beaucoup d'autres pays qui ne sont pas d'accord. Oui, mais bon, c'est un déni de réalité. Les particules fines en France font 400 000 morts par an.
Le nucléaire, depuis qu'on s'en sert, ça fait 1100 morts avec les accidents. Toute réponse efficace à cette question passe mais presque 100% par les entreprises, en fait. Et les politiques parlent entre eux, avec quelques sponsors corporels. Les décisions sont politiques. Les entreprises doivent, à un moment donné, adhérer au projet politique, jouer le jeu. Pour l'instant, ce qu'on a, les rapports qui sortent, ils nous disent que des secteurs comme la mode, par exemple, ils sont allés dans l'autre sens. Ils sont de plus en plus, ils utilisent des énergies fossiles de plus en plus. Ça, c'est que le secteur de la mode, mais il y en a d'autres, des banques, par exemple, qui disent qu'elles ont des objectifs et puis on voit que leur bilan carbone est mauvais, mais c'est des ONG qui viennent révéler ça. Et donc, il y a énormément de greenwashing et ça, c'est un très gros souci parce que les entreprises, pour l'instant, elles parlent, mais elles ne sont pas encore passées à l'action. Mais l'industrie automobile, elle mise tout sur la voiture électrique, alors que la voiture électrique est un leurre. Et puis la voiture à combustion, les moteurs sont tellement bien faits aujourd'hui, une voiture à essence, que tu consommes si peu d'essence et ils vont la jeter. C'est un pourcentage infime du problème. Donc la voiture électrique, c'est tout un débat. Donc on n'était pas sur les solutions, mais c'est effectivement sur le pourquoi cet angle mort de l'écologie dans la gestion et dans la menace pour la démocratie. Mais maintenant, si l'Europe est fidèle à sa culture de la raison, elle sera leader sur cette question-là. Et l'Amérique aussi, parce que c'est un grand bout d'Europe. L'Europe est mangée par ces entreprises. Ouais. Alors on va savoir si Alexandre Kominek, notre petit Papa Noël, est d'accord avec ça. C'est moi le petit Papa Noël, bonsoir. Ouais. Merci pour cet accueil. Santé Alexandre. Santé tout le monde. Santé alors. Santé Alexandre. Vivons avant. Hein. Comme ça on rira cette fois. Bah oui, j'espère. Ouais. De toute façon, moi je m'en fous, j'ai fini les 3 autres qui étaient en stock. Vous allez bien? Bonsoir tout le monde. Santé. Santé. Très content de faire cette dernière avec vous. Alors j'écoutais là le débat et c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de démocratie aujourd'hui. Et ouais, j'étais là, c'est quand je n'étais pas encore bourré. Et après tout le reste, je te le cache pas, je m'en battais les couilles. Mais on a parlé de démocratie et des talibans. Et les talibans, alors il y a un truc cool quand même chez les talibans, c'est qu'ils n'ont pas interdit les séries télé. Par contre, ils interdisent les femmes dans les séries télé. Je suis tombé sur un article qui disait les femmes dans les séries télé. Et je me réjouis du coup de voir le remake de Desperate Housewives version afghane, sans femmes, que des plans vides, larges, où il ne se passe rien. C'est super. Les Afghans vont faire du cinéma suisse. Du porno, voilà. C'est ça, exactement. Du bon cinéma suisse. Bref, très content d'être avec vous. Même si ça va nous faire du bien, hein, Philippe et Laetitia, de plus voir, hein, je pense, pendant un petit moment. Non, mais c'est vrai, moi, je vous aime beaucoup, hein, mais je vous associe au travail. Hein, on est plus des collègues que des amis, hein, Laetitia. La preuve, j'ai proposé à Philippe pour qu'on dîne les 3. Il m'a dit « Ah, excellent, enfin une bonne blague en 3 mois. » Donc, vraiment, il n'y a pas vraiment d'amitié entre nous. C'est notre dernière émission de l'année et on fait le bilan avant de se tirer. J'ai l'impression qu'on parle d'une rupture. Hein, et c'est vrai, dans quelques jours. C'est vrai, ouais, c'est pas si triste, hein, parce que dans quelques jours, 2021, tu ne seras. Non, je t'explique pourquoi. Tu ne seras plus qu'une ex 2021 et je te quitte. Ouais. Et tant mieux, car oui, 2021, tu m'as laissé quelques libertés comparé à ce pervers narcissique de 2020 qui voulait absolument me garder à la maison, mais tu ne me faisais pas confiance 2021. C'est pour ça que je te quitte. Il fallait quand même que je te montre un pass qui approuve ma bonne santé pour qu'on puisse s'amuser. Et vers la fin, tu ne me laissais plus tranquille, tu ne voulais même plus que j'aille en boîte 2021. Ouais, en France, tu les as fermées, en Suisse, tu les as interdites aux non-vaccinés parce que je sentais que je te rendais jalouse. Hein. Elle connaissait, 2021, cette année connaissait mon attirance pour les femmes anti-vax. Hein. J'adore quand on me dit « Ah, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans le vaccin. » Mais si seulement vous saviez ce que moi j'ai. Alors, ça y est, c'est la trêve hivernale. Pas de transition, Philippe. Tu l'as vu, je m'en bats les couilles. Ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien, ces fêtes. Vraiment, ces fêtes. Moi, ce que j'adore pendant les fêtes, c'est la frénésie qu'il y a pendant les fêtes. Là, tu vas en ville, hein, pendant les magasins, pendant les nocturnes. Les nocturnes, alors les nocturnes, si tu ne sais pas ce que c'est, Philippe, chez nous, les nocturnes, c'est quand les magasins ils ferment très tard. Et de temps en temps en Suisse, ça va même jusqu'à 18h30. Ouais. Et les rues sont dangereuses. Oui, non, là, c'est vraiment le bordel. Il y a une folie chez les gens, agglutinés les uns sur les autres, dans le tram, tout transpirant, dans la souffrance. Vraiment, t'as déjà pris un tram à 18h30 à Bel-Air le samedi. T'es comme ça, une fois, je voulais descendre à Plein Palais, j'ai dû descendre à Étoile. Et tu pouvais pas. T'es vraiment agglutiné, serré. Tu te demandes si le tram va aux Palettes ou à Auschwitz. D'ailleurs,
Ça tombe bien de parler de camps de concentration. Parce que, rappelons-le, avant de se faire des cadeaux, il y a quand même beaucoup de grosses enseignes qui font fabriquer leurs produits, non pas par leurs employés, non, beaucoup trop mainstream, mais par des esclaves. Hein. Oh bah tiens, ils sont pas chers ces pantalons chez Zara. Ben, c'est parce qu'il y a une raison. Hein. Donc voilà, petit conseil, je suis pas là pour faire la morale, mais abstenez-vous peut-être d'acheter 14 pulls et 8 jeans chez Zara, histoire d'éviter des scènes du genre « Oh mais merci, il est beau ce jean, mais il est pas un peu trop serré ?» Mais non, il va super. Mais si, il est un peu serré. Mais non. Mais si, il est un peu serré. Regarde, j'ai des marques rouges. Mais non, ça, c'est le sang des Ouïghours. T'inquiète pas. Voilà, je voulais finir cette année sur une note festive, hein, parce que la fête, c'est important. Et si le soir de Noël, vous vous faites une rechute et vous pensez aux esclaves dans les usines qui font confectionner vos cadeaux, on se calme, on prend un petit verre de champagne et un peu de foie gras. Ouais. Foie gras très important parce que ça fait toujours du bien de savoir qu'on fait souffrir les animaux aussi. Et malheureusement pour eux, en plus, c'est délicieux. Allez, joyeux Noël tout le monde! Et merci Alexandre, et merci à vous toutes et tous ce soir autour de cette table. Le point sur 2021, c'est fini. Cette année d'ailleurs est finie. Toute l'équipe du Point se joint à moi pour vous souhaiter de belles fêtes malgré tout et à très vite en 2022. On se retrouve le 9 janvier. Notez bien le 9 janvier avec un plateau de rêve et une ambiance de liesse. C'est vrai. Pour fêter 2022, en attendant, joyeux Noël et portez-vous bien. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier.